C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être si nombreux ce matin, d'avoir répondu à notre invitation. Alors, je suis Julie, je suis Content Manager chez Easy Recruit by iCIMS. Je vais vous en dire un peu plus après. Ça fait 3 ans que je travaille chez Easy Recruit sur les problématiques RH et particulièrement sur la digitalisation des processus. Aujourd'hui, nous avons choisi d'aborder un sujet qui est l'une des tendances fortes pour 2021, qui est celui de la gestion des compétences et de la mobilité interne. Et chez Easy Recruit, on a la chance d'avoir Pauline qui va se présenter. Bonjour à tous, Pauline Victor, j'ai rejoint Easy Recruit en 2020 en tant que spécialiste du sujet et de la solution que l'on porte sur la gestion des compétences et la mobilité interne, donc chez Easy Recruit. Et je viens moi-même du conseil en ressources humaines, donc j'ai passé quelques années avant au sein du groupe Manpower à accompagner des clients sur ces problématiques de gestion des compétences, de référentiel, etc. Heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Alors, nous sommes ensemble pour 30 minutes. Bien entendu, vous aurez le replay et la présentation à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas à poser les différentes questions dans le chat. Je vois que certaines personnes ont peut-être quelques petits problèmes de son ou d'image. Ça devrait se régler. Je ne sais pas si vous avez bien activé les micros. Est-ce que certaines personnes ne nous entendent pas? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne nous entendent pas? Pas de son, pas d'image. Christophe, je ne sais pas si tu es en ligne. Parfait. Pour les personnes qui nous entendent, parfait. On va pouvoir commencer. Il y aura le replay, bien sûr, qui sera disponible. Eh bien, c'est parti. On va rentrer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous représenter dans les grandes lignes qui on est, qui est Easy Recruit. Alors, on est une plateforme de talent expérience. Ça fait maintenant plus de 6 ans qu'on travaille sur toutes les problématiques de digitalisation des process, principalement de recrutement, mais alors du recrutement interne, externe, mais aussi du recrutement interne. Pour ceux qui nous connaissent, c'est surtout par l'intermédiaire de l'entretien vidéo différé. On a élargi avec les années nos solutions pour vraiment offrir des solutions très complètes au RH. Donc, de l'attraction à l'engagement et à l'évaluation des collaborateurs. Et très vite, on s'est dit, si on recrute en externe, on a aussi il faut aussi mettre des moyens pour que les RH puissent travailler sur le recrutement en interne. Et qui dit recrutement interne, dit mobilité interne et dit gestion des compétences. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui choisi d'aborder ce sujet. Et il est d'autant plus d'actualité que depuis le mois de novembre, Easy Recruit a été racheté par un grand groupe américain qui s'appelle iCIMS, principalement connu pour son ATS, mais qui a également tout un panel de solutions, des solutions vraiment très complètes, uniques, pour gérer toutes les étapes du recrutement à l'engagement et bien entendu à l'engagement des collaborateurs. Alors aujourd'hui, on va travailler sur 2 axes ensemble. On va travailler sur, Pauline va nous en dire plus sur pourquoi et comment on va cartographier les compétences des collaborateurs et comment est-ce qu'on va transformer toutes ces informations en action, notamment avec l'accompagnement de la mobilité interne. On rentre donc dans le vif du sujet. Pauline, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu stratégique pour les entreprises, tous ces sujets de compétences et de mobilité interne? Oui, effectivement, merci Julie. La gestion des talents, la gestion des compétences a toujours été au cœur de la stratégie RH, mais encore plus aujourd'hui, étant donné qu'on a dû, avec la crise de la Covid, aider les collaborateurs à développer des nouvelles compétences de management à distance, etc., d'adaptabilité face au télétravail, à des nouvelles méthodes de travail, bien évidemment. Également, on a certains pans d'activité qui parfois souffrent plus que d'autres et donc on a dû, à certains moments, chez certains clients, dans certaines industries, réallouer ou en tout cas proposer de capitaliser sur les ressources disponibles qui seraient moins occupées en ce moment
pour leur permettre d'avoir une activité ponctuelle un peu différente et d'un point de vue organisationnel, du coup, gagner en efficience. Et puis, bon, bien sûr, quand on va sur des impacts un peu plus à moyen terme, avec malheureusement parfois des réductions d'effectifs, eh bien, il faut, c'est de la responsabilité de l'employeur d'accompagner au mieux les collaborateurs à se repositionner sur des métiers en interne ou éventuellement à envisager une mobilité à l'externe quand c'est nécessaire. Et bien sûr, il existe un certain nombre de dispositifs d'accompagnement sur ces sujets. Au-delà même de ce contexte qui met l'accent sur ce repositionnement parfois nécessaires, les sujets d'upskilling et de reskilling sont devenus assez incontournables ces dernières années. Le constat, c'est que les métiers sont en transformation. Certains métiers n'existent même pas encore. On parle beaucoup de métiers, une grande proportion de métiers à créer dans les années qui arrivent. Les métiers actuels qui perdureront se transforment par ailleurs. Donc, on a un besoin, encore une fois, d'accompagner les collaborateurs à la fois à monter en compétences sur leur métier dans le cas des métiers qui se transforment. Donc là, on parle de l'upskilling pour ceux qui ne seraient pas familiers de ce concept. Et puis le reskilling, c'est là au contraire quand quand le métier est en déclin, voire amené à disparaître et qu'on a besoin d'aider les collaborateurs à se repositionner sur des métiers différents au sein du groupe. Et donc là, c'est toujours cette idée de les outiller, de les équiper, de les accompagner au mieux en termes de montée en compétences ou de développement, d'acquisition de nouvelles compétences pour progresser dans leur métier ou dans un métier différent. Alors, ce sujet d'actualité, comme tu disais, Pauline, il revêt vraiment des aspects très forts en termes de méthodologie. On va expliquer ensemble pourquoi et comment on va cartographier ces compétences. Aujourd'hui, comme tu le disais, on va avoir demain les métiers qui évoluent, qui changent. Il y a 85% selon l'Institut du futur de Dell de métiers qui n'existent pas et qui existeront en 2030. 2030, c'est demain. Donc, je pense qu'il est temps que les entreprises prennent à bras le corps en fait ces problèmes de nouvelles compétences et de développement des nouveaux métiers. Et puis, selon Deloitte, la dernière étude de Deloitte, il y a quand même 53% des entreprises aujourd'hui qui disent devoir renouveler d'au moins de moitié les compétences de leurs collaborateurs quand ce n'est pas 100%. Donc concrètement, Pauline, pourquoi est-ce qu'il faut vraiment travailler sur ces cartographies de compétences ? Oui, alors il y a effectivement deux volets à cette réponse. Il y a la réponse actuelle sur le aujourd'hui, tout simplement répondre aux besoins opérationnels. Donc, un RH, un manager a besoin de pourvoir un poste, a besoin de trouver une certaine compétence dans l'entreprise. Eh bien, pour cela, il faut qu'il connaisse les compétences qu'il a, à quel niveau, à quels endroits de l'organisation. D'où cet enjeu vraiment de cartographie et de développement de cette connaissance. Et puis, également aujourd'hui, pour réorienter, dans les cas que j'évoquais juste avant, une partie des ressources vers d'autres services de façon ponctuelle et évidemment toujours sur la base du volontariat, ça peut être extrêmement utile dans le contexte qui est celui-ci. Et si on prend un peu de recul, si on essaye de sortir un petit peu de l'urgence qui occupe souvent le quotidien des équipes RH, et qu'on essaye de se dire la fonction RH doit être envisagée comme un vrai partenaire métier pour l'aider à définir les compétences dont on a besoin demain, c'est-à-dire l'objectif, c'est vraiment de garantir que la stratégie RH, elle sera vraiment alignée avec la stratégie métier ou business. Donc, c'est la démarche de Strategic Workforce Planning, ou parfois de GPEC en France. Eh bien, cette idée-là, elle est absolument essentielle et la fonction RH est vraiment un partenaire stratégique dans cet exercice-là. L'objectif, c'est d'aider le métier donc, à définir les compétences nécessaires à 3 ou 5 ans et, in fine, garantir qu'on a les bonnes compétences aux bons endroits, au bon moment, à ces échéances-là. Je peux vous parler peut-être rapidement d'une démarche de Strategic Workforce Planning. Ça peut en intéresser certains si vous n'êtes pas encore très familier de ce concept-là. Ça, c'est quelque chose qui peut être réalisé en interne. Parfois, il y a des équipes dédiées côté RH ou avec l'aide d'un cabinet de conseil. En tout cas, c'est un exercice particulièrement intéressant et encore une fois, dans lequel la fonction RH a un rôle clé à jouer, à la fois en termes d'apport de méthodologie, mais aussi de bonnes pratiques RH, etc., pour le métier.
Donc globalement, les étapes d'un strategic workforce planning, on commence d'abord par identifier les facteurs qui vont impacter les besoins en ressources humaines de demain. Donc ça peut être des facteurs d'ordre de plein d'ordre, d'ordre sociétal, d'ordre organisationnel, d'ordre technologique, d'ordre scientifique, d'ordre réglementaire parfois. Enfin, ça, c'est tous les éléments qui finalement vont avoir un impact, soit quantitatif, soit qualitatif, sur les besoins en ressources de demain. Une fois qu'on a fait ce travail d'identification de ces différents facteurs, il va falloir évidemment essayer de qualifier les impacts en question, c'est-à-dire finalement commencer à projeter les besoins en ressources. Donc, ça peut être des besoins quantitatifs, donc de combien de personnes j'ai besoin dans tel métier demain par rapport à aujourd'hui, mais aussi ça peut être des besoins qualitatifs. Et là, on est vraiment dans le cœur du sujet d'aujourd'hui, c'est de quelles compétences j'ai besoin demain dans ces métiers-là. Et éventuellement, si on a des nouveaux métiers qui apparaissent, quelles sont ces nouvelles compétences qui seront nécessaires dans ces nouveaux métiers. Donc ça, c'est la deuxième étape. Bien évidemment, une fois qu'on a commencé à projeter, il faut aussi qu'on soit très au fait, et c'est là tout l'enjeu des cartographies de compétences, des compétences qu'on a actuellement en interne dans son organisation. Ça, c'est absolument essentiel, c'est un prérequis d'une démarche prospective comme celle-là. Hein. C'est finalement, si je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, à quel niveau sont mes collaborateurs, sur quel métier, sur quelles compétences, j'aurai du mal à définir de quels besoins j'ai demain. Donc vraiment, cet état actuel des compétences, il est absolument essentiel et on va y revenir, mais un outil peut grandement faciliter le travail. À titre d'exemple, en cabinet de conseil, on accompagne souvent nos clients sur ces démarches-là et c'est encore trop souvent géré sous Excel, à la main. Ça reste quelque chose qui est du côté des RH et qui se perd au fil des années sur un bureau d'un DRH. Donc voilà, l'enjeu, c'est vraiment de faire vivre aussi ces démarches-là grâce à un outil. Si on va plus loin dans les étapes du SWP, une fois qu'on a projeté ces besoins quantitatifs, qualitatifs, il faut aussi qu'on projette nos ressources actuelles, c'est-à-dire qu'on prenne un certain nombre d'hypothèses de turnover, d'attrition, de départ à la retraite, etc., pour dire, voilà, à 3 ou 5 ans, nos ressources actuelles, voilà comment elles vont évoluer. On aura peut-être un certain nombre de personnes en moins parce que, voilà, turnover, départ, etc. Et ensuite, l'objectif, c'est vraiment d'identifier ces écarts entre ces besoins qu'on aura qualifiés et ces ressources qu'on aura projetées. Et une fois qu'on a identifié ces écarts, c'est là vraiment que la fonction RH a un rôle très crucial à jouer. C'est bien sûr pour essayer de commencer à imaginer des scénarios, c'est-à-dire des scénarios de plan d'action RH, tous les leviers RH en fait qu'on est capable d'activer pour combler ces écarts. Et quels sont-ils? Et ils sont en positif, en négatif. Ça peut être du recrutement, ça peut être de l'externalisation, ça peut être au contraire un besoin de monter en compétences, l'upskilling, un besoin de repositionnement, le reskilling. Ça peut être parfois du redéploiement à l'externe dans certains contextes plus difficiles, etc. etc. Donc, une fois qu'on a identifié bien tous ces leviers RH, l'objectif pour les RH, main dans la main à nouveau avec le métier, c'est de finalement concevoir, définir et puis déployer ensuite ces différents plans d'action RH, plan de recrutement, plan de mobilité, etc. Voilà. Et donc, principalement, pour en revenir sur la nécessité de cette cartographie et d'un outil pour l'équiper et pour la faciliter, c'est vraiment le point de départ de ces démarches prospectives qui sont tellement stratégiques aujourd'hui, malgré le contexte et l'urgence que l'on subit actuellement. Alors, une cartographie de compétences, Pauline, ça se nourrit. Ça se nourrit de beaucoup de choses, mais principalement de la donnée. La donnée, c'est un peu le nerf de la guerre. Hein. On sait que les RH, vous êtes parmi ceux qui traitez le plus de données. Pour faire peut-être aussi le rebond sur ce que vient de dire Pauline, s'il y en a certains qui veulent partager dans le chat le fait qu'ils ont mis en place ou non une démarche de stratégique workforce planning, surtout n'hésitez pas. Concernant la donnée, aujourd'hui, il y a 55% des services RH qui affirment avoir besoin d'aide pour mettre en pratique la collecte et les analyses de données. La collecte, Pauline, d'abord, quelles sont ces données qu'on collecte? De quoi on parle? Oui, effectivement, il y a un certain nombre de types de données différents qui peuvent être essentiels, qu'il peut être essentiel de collecter, à la fois pour les RH, mais aussi pour les équipes managériales. Donc tout d'abord, et on en a parlé, ce sont les compétences.
Donc finalement, c'est ce qui va me permettre de cartographier les compétences au sein de mon entreprise. Donc, de quelles compétences disposent les salariés, à quels endroits, à quel niveau. Ça suppose effectivement souvent d'avoir défini cela à l'occasion d'un travail de référentiel métier compétences. Voilà, en tous les cas, premier type de données, compétences. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer de collecter, de consolider tout ce qui est souhait de développement des collaborateurs. Donc ça peut être des souhaits de se développer sur certaines compétences, mais ça peut aussi être des souhaits d'évolution de carrière. Par exemple, je souhaite considérer une mobilité géographique, j'ai envie de changer de localisation, de partir en région éventuellement, ou d'ailleurs des souhaits de mobilité fonctionnelle, c'est-à-dire j'envisage de changer de métier. Non pas que mon métier actuel ne me plaise forcément plus, mais en tout cas, pour plein de raisons, j'ai pu prendre conscience d'un certain nombre de compétences qui me permettraient d'aller dans une autre filière. Et donc, voilà, souhait de mobilité fonctionnelle, c'est aussi important de capter ces sujets-là. Alors souvent, là, on a parlé du type de données, mais Julie, il y a aussi les moments auxquels on va collecter ces données. Donc, tout à fait. Premier Quels moment, sont-ils ces moments? On connaît l'entretien, le fameux entretien annuel, on le connaît. Ouais. On connaît les différents entretiens avec les managers, mais j'imagine que c'est pas les seuls moments, et c'est là tout l'enjeu de la gestion et de la collecte dynamique. Exactement. Donc effectivement, à ne pas négliger, on a ce temps fort de l'entretien annuel d'évaluation qui est plutôt centré sur la performance. Mais attention, c'est intéressant aussi d'envisager de plus en plus la performance sous l'angle de la compétence et non pas que par rapport à des objectifs quantitatifs prédéfinis à l'avance. Hein. C'est intéressant d'aborder cette notion de la compétence à ce moment-là. Donc l'entretien annuel d'évaluation, et l'entretien professionnel pour le coup qui est plutôt tous les 2 ans et qui est normalement vraiment l'espace pour le collaborateur d'exprimer ses souhaits d'évolution. Pour autant, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, on a un besoin d'agilité quand même accru, de dynamisation et surtout aussi pour des enjeux de rétention, on a besoin de connaître un peu plus souvent qu'une fois par an ou qu'une fois tous les 2 ans eh bien, à la fois les compétences des collaborateurs, mais aussi leurs aspirations, leurs souhaits d'évolution. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment d'essayer d'adopter cette gestion un petit peu agile, cette collecte et cette consolidation un peu plus dynamique de ces différents types de données précieuses pour les RH et pour les managers. Donc, bien sûr, il y a aussi des échanges réguliers managériaux, etc. Mais souvent, on ne formalise pas forcément cette donnée-là et c'est important de pouvoir la consolider pour ensuite la valoriser, capitaliser dessus tout au long de l'année. Alors justement, ça semble être un peu un pain point pour les RH de collecter cette donnée et de la structurer. Comment est-ce qu'on peut faire? Oui, effectivement. Donc, si l'on dépasse le seuil, si l'on souhaite aller plus loin que le seuil entretien annuel d'évaluation ou entretien professionnel, l'objectif, c'est de pouvoir mettre en place un outil, une solution qui va venir vraiment digitaliser et automatiser, en tout cas faciliter cette collecte et cette consolidation à différents niveaux de l'organisation. Et là, en fait, on se rend compte qu'on a plusieurs parties prenantes. On a évidemment les premiers concernés, les collaborateurs. Là, l'enjeu pour les collaborateurs, nous, ce qu'on souhaite en tant que RH, c'est que les collaborateurs jouent le jeu du partage de cette donnée, c'est-à-dire qu'ils déclarent leurs compétences, qu'ils s'auto-évaluent, etc. Vraiment qu'ils se sentent à l'aise pour partager cette donnée et surtout qu'ils y trouvent un intérêt. Et donc là, j'arrive à un point très important. On a souvent abordé par le passé la compétence sous l'angle de la contrainte quelque part, ou en tout cas de l'évaluation, etc. Et donc, ce n'est pas forcément très attractif pour les collaborateurs. Donc là, l'avantage, c'est que si on met en place un outil avec une expérience utilisateur un peu simple, accessible, intuitive, et surtout, si on donne les moyens aux collaborateurs de comprendre extrêmement rapidement eh bien, ce que ça peut lui apporter de partager cette donnée compétence, il va jouer le jeu, il va s'auto-évaluer, il va partager à son manager, à son RH, etc., cette donnée-là. Pour les managers, c'est important aussi parce qu'in fine, on parle de performance. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de gagner en agilité, c'est de gagner en proactivité aussi pour pouvoir ajuster des actions d'accompagnement, voire de rétention des collaborateurs. Donc là, grâce à ces collaborateurs qui jouent le jeu du partage de cette donnée, les managers vont pouvoir vraiment avoir une vision complète des compétences, mais aussi des souhaits d'évolution de leurs collaborateurs.
Et enfin, donc côté RH, vraiment, là, ce sur quoi on aimerait mettre l'accent, c'est vraiment au-delà de la consolidation de la donnée, qui est déjà un enjeu fort aujourd'hui, l'objectif, in fine, c'est pas déployer un outil pour déployer un outil, c'est bien déployer un outil pour mieux accompagner humainement, c'est-à-dire pour avoir plus de temps à passer avec les collaborateurs, pour vraiment gagner du temps et le mettre là où on a le plus de valeur ajoutée en tant que RH et que coach, entre guillemets. Effectivement, je rebondis sur un commentaire de Romain qui nous dit que l'outil attractif, il est vraiment c'est très important parce qu'il faut que le collaborateur, comme tu disais, joue le jeu. Il y a Laurent qui nous demande quels moyens est-ce qu'on peut utiliser en tant qu'utilisateur ou utilisatrice, eh bien finalement pour mettre à jour régulièrement les données compétences. Donc effectivement, l'intérêt de solutions qui sont dédiées à ce sujet-là, c'est de pouvoir, on va dire par un système soit de notification, soit de nouvelles qui sont données aux collaborateurs régulièrement sur les sujets, l'inciter à mettre à jour son profil de compétences. Après, il y a aussi des possibilités d'automatisation qui arrivent de plus en plus sur le marché. À partir du moment où vous avez suivi une formation en tant que collaborateur ou à partir du moment où vous avez contribué à un projet qui vous a peut-être permis de développer certaines compétences, eh bien, le collaborateur on va lui suggérer, on va lui pousser de pouvoir mettre à jour son profil. Donc ça fait partie vraiment des leviers intéressants côté outils. Et on nous demande également, et c'est très important et très intéressant, est-ce que les compétences évaluées par le collaborateur sont validées par le manager ? Oui, alors c'est un très bon point et nous chez EasyRecruit, en fait, on n'avait pas forcément prévu cela au tout début et on l'a développé pour les besoins d'un client et c'est maintenant quelque chose qu'on propose systématiquement. C'est avoir la possibilité d'objectiver un petit peu plus ces évaluations de compétences en autorisant, en incitant le manager à valider ou à proposer une contre-évaluation de niveau par rapport à un niveau attendu cible. Et effectivement, c'est tout à fait intéressant. Et on parle des compétences pour répondre à Yann qui nous demande si on fait référence aux soft skills et aux hard skills. On est d'accord qu'on fait bien entendu référence à l'ensemble des compétences pour avoir un panel vraiment très complet. Tout à fait, et c'est une très belle question. Pour le coup, c'est un enjeu absolument essentiel de ne pas négliger les compétences, alors comportementales ou j'irais même un peu plus loin, transversales. En tout cas, toutes ces compétences qui ne sont pas forcément des compétences techniques, métiers, mais qui sont réutilisables dans d'autres métiers. C'est important. On a aujourd'hui, je pense, pas encore assez capitalisé sur ces compétences-là. Et l'intérêt d'un outil comme cela, c'est de pouvoir mettre en évidence ce que ça ouvre une perspective de métiers différents pour les collaborateurs. Parfait. Il y a encore quelques questions qui arrivent. Je vous propose qu'on avance et on reviendra sur ces questions-là en fin de webinaire, puisqu'on a parlé du quoi, du quand pour la collecte des données, on a parlé du comment, mais avant toute chose, on va bien sûr parler du qui, parce que ça concerne qui finalement ces dynamiques de gestion de compétences. Ça concerne les collaborateurs et les RH bien sûr, mais quand on évoque la mobilité, quand on évoque le partage des compétences, on pense avant toute chose au collaborateur hyper motivé, celui qui est proactif, qui a envie d'aller changer de job ou qui a envie de grimper les échelons. Ils font partie de ces 64% de salariés qui envisagent plusieurs métiers dans leur carrière, mais ils ne sont pas tout seuls. Effectivement. Un sujet essentiel également quand vous envisagez un projet de dynamisation de la mobilité interne, c'est vraiment d'avoir bien en tête tous les cas de figure et toutes les typologies de population finalement en quelque sorte à qui on s'adresse. L'objectif, c'est pas juste de s'adresser aux collaborateurs motivés et proactifs, c'est bien d'engager tous les autres. Et tous les autres, c'est souvent la majeure partie des collaborateurs. Quand on dit tous les autres, ça peut être des collaborateurs qui sont sur le principe ouverts à une évolution vers un autre poste, mais ou intéressés dans l'absolu, mais qui ne savent pas vraiment quoi faire, qui sont un peu perdus. Et donc là, l'enjeu, c'est de réussir à les guider en leur donnant des idées grâce à un outil notamment, et justement en capitalisant sur ces fameuses compétences transversales. Ça peut parfois vraiment ouvrir des perspectives. Et ensuite, le troisième cas de figure, c'est les collaborateurs qui sont nombreux, et ça peut se comprendre,
et qui sont dans une posture peut-être un peu plus passive, qui en fait ne savent pas quoi faire, mais n'ont même pas tellement d'envie à ce stade, ou en tout cas ne se projettent pas facilement dans autre chose. Et là, comment est-ce qu'on s'adresse à ce créneau-là? Comment est-ce qu'on les aide en fait à devenir un peu plus acteurs, un peu plus moteurs de leur évolution? C'est évidemment bien pour eux, mais aussi pour l'organisation, hein. On a besoin de ce dynamisme aujourd'hui, d'autant plus. Eh bien, il existe un certain nombre de leviers pour engager ces collaborateurs passifs. L'idée, c'est surtout, selon moi, la clé, c'est de leur donner envie. Et leur donner envie, ça passe par déjà leur donner de l'information. Souvent, on a une méconnaissance des métiers existants au sein des groupes, notamment dans des grands groupes. Et en fait, on peut envisager un certain nombre de choses pour informer les collaborateurs et pour peut-être leur donner envie de se projeter dans un métier grâce à des témoignages. Par exemple, je pense quelque chose qu'on permet sur notre plateforme EasyRecruit Develop, c'est des témoignages vidéo de collaborateurs qui vont parler de leur métier. Et on va encore un cran plus loin, et on l'a développé pour les besoins d'un client spécifique, c'est justement un programme ambassadeur. Là, l'idée, c'est de permettre un vie ma vie, en fait, de permettre une mise en relation avec quelqu'un qui a été identifié comme étant ambassadeur de ce métier-là et qui accepte de donner des informations, un témoignage vivant sur son métier et éventuellement de permettre à une personne qui serait intéressée de passer une journée, par exemple, à ses côtés pour comprendre vraiment ce qu'est ce métier de l'intérieur. Donc là, en résumé, en fait, vraiment l'idée, c'est de se dire, on n'adresse pas que les collaborateurs motivés, on essaye d'engager tout le monde. Pour ça, il y a plein de leviers. Il faut travailler aussi main dans la main avec les équipes de communication RH ou de communication interne en général. Et voilà, il y a vraiment des belles choses à faire pour donner des perspectives, pour ouvrir le champ des possibles et donner des idées parfois originales dans d'autres filières, dans d'autres entités du groupe, etc. J'aimerais bien juste peut-être... on va passer à la suite, effectivement. Alors effectivement, Valérie, vous dites développer la marque employeur interne, tu viens de le mentionner, hein, Pauline, c'est important d'engager toutes les équipes. Et pour engager toutes les équipes, on parlait d'avoir un outil qui soit assez attractif. On sait que la mobilité interne, une fois qu'on a dans une démarche de gestion de compétences des talents très dynamique, il faut passer à l'action. Passer à l'action, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire pouvoir prendre des différentes décisions en termes de mobilité des talents, formation des talents, pour pouvoir leur permettre d'accéder à ces différents souhaits et à ces différentes et ces différentes volontés d'aller sur d'autres métiers ou de monter très simplement en transverse. Et pour ça, en fait, on a évoqué un peu toutes les questions relatives à un outil pour collecter la donnée, mais bien entendu, cet outil, il permet d'aller plus loin et de passer à l'action. Oui, tout à fait. J'aimerais vous partager peut-être quelques bonnes pratiques en matière de projets de mobilité interne et de dynamisation de ce sujet de la gestion des talents. Donc évidemment, avant même de parler d'outils, il y a un prérequis et ça se raccroche à ce que Valérie disait dans le chat sur la marque employeur, hein, c'est important. L'idée, c'est d'être capable aussi de communiquer clairement sur les process de mobilité. Ça, c'est vraiment la base, mais qui n'est pas souvent forcément en application dans l'entreprise. Donc vraiment, rendre vos process de mobilité simple et transparent pour les collaborateurs. Et évidemment, prérequis numéro 2, leur donner la visibilité sur les offres accessibles au sein du groupe. C'est-à-dire avoir un job board interne ou en tout cas un endroit sur lequel ils puissent vraiment accéder à ces offres très facilement. Ça, c'est le prérequis. Ensuite, quand on parle d'outils, en tant que levier vraiment effectif de cette dynamisation, on vient d'évoquer ce sujet de la promotion de certains métiers grâce à des vidéos, grâce à des témoignages, etc. Rendre vivant toute cette masse d'informations finalement qui n'est pas forcément partagée en interne. L'objectif aussi, c'est d'insister sur le fait que les mobilités, elles ne sont pas forcément verticales, elles sont parfois horizontales, c'est-à-dire on peut changer de filière métier, changer de business unit, changer d'entité, etc. C'est important de partager des success stories, des histoires de parcours qui ont bien fonctionné pour des collaborateurs qui seraient passés d'une filière à une autre et qui sont peut-être des mobilités un peu originales, des passerelles un peu atypiques, mais on note aujourd'hui de plus en plus que vraiment ces transversalités sont importantes et finalement, en termes de développement individuel, c'est tout à fait intéressant pour le collaborateur.
Donc bien sûr, également, l'outil permet de donner des perspectives avec un matching entre les compétences que j'ai dans mon profil, que j'ai auto-déclaré ou que mon manager a évalué, et puis des attendus sur d'autres métiers. Et c'est ce matching qui va permettre d'ouvrir les perspectives, d'ouvrir le champ des possibles, de donner ces idées un peu plus originales. Et plus vous capitaliserez sur les compétences transversales, plus les passerelles pourront être originales, entre guillemets. Ce qui est intéressant dans ce matching, c'est qu'on peut identifier également très rapidement quelles sont les compétences que possède déjà le collaborateur par rapport à un métier visé et quelles sont celles, au contraire, qu'il doit développer ou acquérir ou renforcer. Donc tout à fait intéressant, et de ce point de vue-là, l'outil est vraiment absolument aidant. Et enfin, ce qui est vraiment pour moi intéressant aussi côté RH, il y a 2 volets à l'intérieur de cela. Le recrutement interne, on est capable de l'accélérer grâce à un outil. Pourquoi ? Parce que les RH et les managers vont pouvoir renseigner dans l'outil un nom de métier et vont pouvoir obtenir le classement des collaborateurs qui sont le plus en proximité avec ce métier. Donc, ce classement, il est en fonction effectivement des compétences possédées par rapport aux compétences attendues. Et ça, cette aide au staffing, cette aide au recrutement interne, elle est très appréciée lorsqu'on présente notre produit. Globalement également, finalement, in fine, c'est vraiment l'objectif d'aider les RH à gagner du temps grâce à ces économies sur le process de recrutement pour vraiment venir engager encore plus des conversations de carrière avec les collaborateurs, donc vraiment jouer ce rôle de coach, être dans cette posture de coach de carrière, et puis également aider à lever les freins. Alors, on a mis ici des managers, il n'y a pas forcément que les freins managériaux, mais effectivement, on constate souvent, de ce que nous disent nos clients, que les managers sont réticents à la mobilité, ont peur de laisser partir leur talent dans une autre équipe, ont peur peut-être de recruter eux-mêmes en interne, ils préfèrent aller à l'externe directement. Donc, il y a un certain nombre de leviers sur lesquels on peut jouer pour les inciter à aussi être partie prenante, intégrante de ce projet de mobilité interne. Alors, Pauline, on a quelques commentaires et quelques questions dans le chat relatifs au fait que il y a quand même beaucoup de personnes qui nous écoutent qui font partie de PME et qui se demandent, voilà, moi j'ai pas forcément une communication interne pour pouvoir développer tous ces projets-là. Comment est-ce que je fais quand les données sont pas forcément centralisées, quand il n'y a pas de vraie gouvernance, hein, je crois que c'était Arnaud qui nous disait, non, Abdelatif qui nous disait, voilà, on n'a pas forcément de gouvernance en termes de données et de logiciels métiers. Quels sont pour toi les quelques points forts qu'on peut mettre en valeur pour ces entreprises qui n'ont pas forcément d'avancée sur ces sujets-là, pas forcément de communication interne, et on nous demande si l'outil il est adapté aux PME? Oui. Alors effectivement, plusieurs questions dans cette question, mais la réponse est oui pour l'outil est adapté aux PME. C'est vrai que c'est pertinent à partir du moment où on a un volume de métiers différents significatif. Je ne saurais pas vous dire un chiffre précis. Nous, la plupart du temps, nos clients sont soit des grands groupes, soit des entreprises de plus de 1000 personnes, mais il nous arrive aussi d'envisager le déploiement du produit pour des entreprises de taille plus restreinte, dans les cas où il y a suffisamment de métiers pour proposer des passerelles qui pourraient avoir du sens. Donc sur le sujet de la PME, oui, on peut l'adresser. Par ailleurs, sur le sujet de la centralisation des données. Alors, il est vrai que avant et ou en parallèle d'un projet de déploiement d'outils, il est important de proposer une gouvernance, de définir les différentes parties prenantes impliquées et d'écrire le process de mobilité interne. Donc ça, c'est quelque chose qui est effectivement de l'ordre du projet RH, mais dans lesquels il faut impliquer le métier, bien évidemment. C'est des projets souvent pour lesquels on a besoin du sponsoring de la direction, parce que c'est du projet stratégique, en fait. Donc, il ne faut pas que ce soit juste côté RH. Voilà. Et après, alors je ne sais plus quelle était la fin de la question, mais oui, alors, je rejoins aussi Catherine dans le chat, pardon, sur le fait que tout le monde ne parle pas le langage de la compétence, c'est très clair. Les RH eux-mêmes sont parfois un peu dépourvus sur ce sujet-là. Quelle est la bonne maille de la compétence? Est-ce que c'est une compétence plutôt qu'une qualité? Enfin bref, on se pose des questions existentielles à juste titre sur le sujet de la compétence. Et donc, c'est bien pour cela qu'il existe des outils qui peuvent aider
à la fois les RH et les collaborateurs à trouver la bonne qualification, le bon reflet de leurs compétences. Il existe aujourd'hui des outils et ça va être la prochaine brique de notre outil grâce à notre intégration récente avec iCIMS qui permettent de faciliter cette création de référentiels si vous n'en avez pas. C'est-à-dire qu'on est capable de capitaliser sur alors soit juste vos intitulés de poste, soit éventuellement, si on peut aller plus loin, sur des descriptions, des fiches de poste ou des fiches métiers, et de proposer en première instance des compétences attendues sur vos différents métiers. Ça, c'est quelque chose vraiment sur lequel l'outil peut être une vraie aide stratégique et un coup d'accélérateur bienvenu. Alors, on nous demandait quelle a été l'entreprise nommée par Pauline. C'est l'entreprise dont je vous parlais en introduction du webinaire. Il s'agit de la société iCIMS, qui est peu connue en Europe, puisque c'est principalement un très gros ATS américain. Et notre société, EasyRecruit, a été rachetée par le groupe iCIMS au mois de novembre. On intègre donc ce groupe et on intègre nos solutions à leurs solutions. Donc, vous pourrez bien entendu aller vous informer sur cette société si vous le souhaitez. On peut également vous donner plus d'informations. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message si vous souhaitez en savoir plus. Pauline, avant de clôturer ce webinaire, on ne pouvait pas passer outre la question de la RGPD. Et bien entendu, j'imagine que tu vas le confirmer, comme l'intégralité de nos solutions, elles sont bien entendu conformes aux réglementations de la RGPD. Je te laisse confirmer. En effet, c'est bien le cas, évidemment. On nous demande également, un peu plus haut, on nous demandait, est-ce que c'est concevable tout simplement de mettre ce type de solution au sein d'une PME d'une centaine de salariés qui souhaitent mettre les compétences au centre? Alors, peut-être, nous, on travaille beaucoup avec des grands groupes, comme on disait, à partir de 100 personnes. Est-ce que tu aurais peut-être un tips pour des sociétés un peu plus petites, de quelques petits leviers peut-être à commencer à mettre en place? On parlait des petites vidéos de solutions, de partage des compétences. Oui, tout à fait. En fait, je pense que dans tous les cas, que ce soit des projets de déploiement de solutions ou des projets de mobilité interne dans l'absolu, doivent se raccrocher à un projet plus global de transformation culturelle. Et on va dire, l'objectif, c'est d'impulser petit à petit, d'infuser une culture de la compétence au sein de l'entreprise. Et comme étant, encore une fois, quelque chose qui n'est pas contraignant, mais quelque chose dont tout le monde s'empare parce que quand on parle de compétences, on parle d'employabilité, donc ça a un intérêt pour le collaborateur, d'autant plus dans un contexte où l'incertitude fragilise l'emploi. Donc voilà, c'est important, tout le monde doit s'emparer de ce sujet. Donc il y a vraiment des leviers plutôt de communication, de formation aussi des managers qui sont les vrais relais sur le terrain de ces sujets-là. Ça c'est tout à fait important. L'outil, donc si possible, mais sinon, vous pouvez également capitaliser sur, par exemple, des référentiels existants. Si vous partez de rien ou de pas grand-chose, on peut éventuellement, par exemple, aller voir du côté du référentiel ROM, qui est le référentiel utilisé par Pôle emploi. Il est disponible sur Internet, ou le référentiel ESCO, qui pour le coup est au niveau européen, traduit en 22 langues. Alors, ce sont des référentiels génériques, donc effectivement, voilà, c'est pas tout à fait, ça ne reflète probablement pas tout à fait la réalité des métiers de votre entreprise, mais en tout cas, ça peut vous servir de base pour démarrer ce travail de qualification des compétences attendues et ensuite aller plus loin dans la mise à disposition de ces informations aux collaborateurs et dans l'identification des passerelles de mobilité. Super. Et écoutez, nous avons mordu un peu sur le temps, mais ça me paraissait important qu'on puisse s'adresser aussi à ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, qui sont peut-être dans des entreprises un peu plus petites. Pour toutes les autres questions qui pourraient arriver, surtout n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à l'adresse que je vais vous mettre dans le chat, que ce soit à moi-même ou à Pauline. Alors, ce sont des adresses maintenant qui sont des adresses iCIMS, puisqu'on a été intégré par ce groupe-là. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous avez d'autres questions à adresser ou si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'outil. On vous mettra bien entendu en correspondance avec
avec nos experts. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Merci à toi, Pauline, pour toutes ces informations précieuses qui, j'espère, vous auront donné les clés de la gestion de compétences dynamiques. Merci à tous et excellente journée. Merci, Pauline. Merci à tous.